Bien, il est 11h01. Je vous propose de démarrer dès à présent ce webinaire qui va traiter d'un sujet brûlant pour ceux d'entre vous qui êtes évidemment concernés par ce sujet, avec une question volontairement un peu provocante, provocatrice, qui est est-ce qu'il faut encore, en 2026, faire des sites internet ou se lancer dans des projets de refonte. Pendant cette heure, je serai avec vous. Moi, je suis Marine Sorocco, je suis présidente d'Adimeo. Et chez Adimeo, on vous accompagne au quotidien pour faire du digital le levier de votre croissance. Donc, on travaille à l'implémentation de nouveaux outils. Là, on est au cœur du sujet. On travaille à vous accompagner dans la définition de nouvelles organisations, de nouvelles manières de faire, avec des nouvelles techniques et en engageant de nouveaux dialogues avec vos utilisateurs, avec vos consommateurs. Notre raison d'être au quotidien, c'est d'innover, d'accompagner, de transformer pour bâtir ensemble un futur numérique durable. La question de l'IA vient percuter ce sujet-là, évidemment, équitable et inclusif, en y plaçant l'humain au cœur. On a 4 grands métiers, un métier de conseil et stratégie, donc comment vous éclairer sur le futur de demain et vous faire les meilleures recommandations possibles. On a un métier de design et d'innovation, comment créer les interfaces les plus utiles possibles. Un métier de production technique, évidemment, encore une fois, percuté par ces sujets de l'IA, puisque la fonction de code devient une commodité dans la manière dont on imagine demain le métier de développeur, et un métier sur le marketing digital et l'implémentation de solutions CRM. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui ? Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est déjà se dire qu'est-ce qu'on peut apprendre de la rupture qui est en cours. On va parler de découplage, on va parler d'agents, on va parler d'hybridation. On va parler ensuite de comment est-ce qu'on fait quand on a un site web pour être lu par les IA, puisque vous le faites au quotidien, vous utilisez ChatGPT, Perplexity et autres, et donc vous avez un enjeu que votre site internet soit lu par les IA. Le troisième sujet, c'est s'intéresser à la transformation des usages. Aujourd'hui, l'arrivée de l'IA générative vient nous imposer, nous obliger à venir faire une expérience hybride. Et enfin, je conclurai par un mot de prospective qui est qu'est-ce que vous devez engager quand vous êtes producteur, gestionnaire d'un actif digital. Première partie, comment est-ce qu'on peut comprendre la rupture ? Le premier sujet, c'est ce qu'on appelle en bon anglais the great decoupling, le grand découplage. Ce qu'on constate, c'est que 60% des recherches Google, aujourd'hui dans le monde entier, se terminent avec 0 clic vers le site internet cible. Et en parallèle de ça, ce qui est aussi un peu paradoxal, c'est un sondage Ipsos qui est sorti il y a quelques mois, c'est que 39% des Français interrogent ChatGPT plutôt que de cliquer sur des pages pour accéder à l'information. Donc la recherche de l'information est totalement transformée. Et il y a plein d'autres statistiques qui vont dans ce sens-là. C'est le Gartner qui dit que on va avoir une baisse de 25% du volume des recherches sur les moteurs traditionnels d'ici fin 2026. C'est aujourd'hui le fait que les IA, l'usage que vous avez de ChatGPT, Perplexity et autres, c'est 23% des recherches d'informations. Je reviendrai sur ce sujet recherche d'informations, parce qu'on va voir que l'enjeu est ici de bien capter qu'est-ce que vient faire un internaute. Il y a une autre stat, c'est qu'un utilisateur sur 3 aujourd'hui utilise une IA au moins une fois par jour pour s'informer. Donc tout ça nous amène à nous dire que être bien référencé dans des actions traditionnelles de SEO ne suffit plus à générer du trafic. Et c'est le premier acteur qui en fait la douloureuse expérience aujourd'hui, ce sont les sites médias, qui sont aujourd'hui littéralement pillés par les IA, et sur lesquels les gens ne vont plus nécessairement pour s'informer. Donc ça veut dire un point très important, c'est que le site internet n'est plus l'unique source de navigation pour les internautes. Et ça, on le constate très fortement sur la façon dont sont construites les interfaces des moteurs de recherche. Alors, en France, on ne le voit pas très bien encore parce que on a un sujet réglementaire législatif qui fait que Google n'a pas pu déployer une partie de son interface, l'AI Overview, je vais y revenir un tout petit peu après, mais en gros, on passe d'une interface
de liste de résultats de recherche, les fameux liens bleus avec des posts sponsorisés, à une interface de réponse quand je pose une question. Ça, c'est assez symptomatique, vous allez le voir sur cette petite démo, qui est que, alors là, je l'ai fait via un VPN, alors non, c'est même pas, voilà. Je l'ai fait via un VPN qui me permet de me connecter aux États-Unis, mais ce qui est intéressant, c'est que quand j'ai posé la question en anglais, comment trouver une agence web, ben là, en fait, j'ai pas de liste de liens bleus. J'ai vraiment une liste de réponses qui m'est donnée, avec sur la droite des citations. Vous voyez, les citations de sources que Google est allé crawler pour me répondre. Et ça, c'est un changement de paradigme majeur qu'on ne voit pas encore en France. Parce qu'en France, on n'a pas accès à ces interfaces-là, mais si vous utilisez Compte, vous y avez accès, qui est que pour accéder à une information, le moteur de recherche devient une interface de réponse. Ce qu'on se dit là, c'est que le site web en tant que tel, il ne meurt pas en tant que tel. C'est-à-dire que la phrase provocatrice d'introduction, elle est pas tout à fait... la réponse n'est pas forcément évidente. En revanche, c'est que l'usage devient hybride. Et l'agent, donc l'agent IA, va prendre la place du clic manuel humain. Ça, c'est un point très important. C'est-à-dire que si vous êtes dans un projet de refonte, si vous êtes dans un projet d'optimisation, vous n'allez plus refaire un site que pour les humains qui vont cliquer, mais pour un trafic mixte, où le bot IA, l'agent IA, devient une audience principale. Et ça, c'est majeur. Il y a des stats absolument hallucinantes qui sortent sur le trafic des bots IA, qui est d'une part largement supérieur au trafic humain, et largement supérieur au trafic des crawlers de Google quand ils passent pour indexer vos sites. J'y reviendrai un peu plus tard. Ce qui est important de se dire là, c'est que ce changement reste encore un peu petit. Il y a quand même des stats assez majeures qui disent qu'aujourd'hui, Google renvoie encore plus 190 fois de trafic, 200 fois plus de trafic que ChatGPT. Donc on est vraiment sur une portion qui reste encore infime dans les usages, mais ça croît à une vitesse exponentielle. Et surtout, ce qui est important de se dire, c'est que les typologies de trafic changent. Je reviens à ce que je disais en introduction. Quand vous recherchez une information, vous pouvez avoir tendance à la rechercher sur ChatGPT avant d'aller sur Google. C'est-à-dire que c'est la recherche informationnelle qui s'effondre. La requête comment mieux faire X ou Y chose n'est plus nécessaire sur les sites. Elle est directement consommée dans l'interface conversationnelle. Et donc dans ce cas-là, quand on se rend compte de cette transformation, de ce changement de paradigme dans les usages des internautes, la première réaction qu'on peut avoir, c'est comment je fais pour être lu par ces intelligences artificielles? Comment je m'assure que moi, en tant que marque, quand je recherche une paire de chaussures rouges ou quand je veux m'informer sur un sujet de transition vers une agriculture bio et que je suis émetteur d'informations sur ces sujets-là, comment je m'assure que je suis lu par les IA et cité par les IA? Le premier sujet, c'est que votre site web devient un actif pour les IA. Tout simplement parce que l'information que délivrent les IA, elle ne vient pas de nulle part. Elle vient des crawls que les IA font, tout en se basant aussi sur une base de données forte de Google, mais bon, ça c'est un autre débat aussi, et elles vont venir citer votre contenu. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre contenu que vous produisez, qui est un contenu d'autorité, doit être lisible, structuré, sémantisé. Donc ça veut dire aussi que si vos contenus ne sont pas citables par une IA, vous n'existez pas. Vous devez donc être visité et référencé par les IA. C'est tout l'enjeu d'un nouvel acronyme qu'on appelle le GEO, que vous devez connaître, parce qu'on en entend parler à foison depuis 2 ans. Et ça implique 3 éléments. 1, vous devez avoir des contenus structurés, avec une hiérarchie claire, un balisage propre. On va parler de schema.org, de JSON, etc. Vraiment structurer votre contenu. Parce qu'une IA générative, elle cherche des réponses qui sont sans ambiguïté. Et donc, une IA générative, c'est pour ça qu'on va parler de réponses citables, elle va préférer une FAQ structurée à un long article narratif. Ça va être beaucoup plus simple pour elle d'aller chercher la question, l'intention que l'internaute pose et sa réponse. Donc, votre enjeu quand vous êtes sur un contenu, c'est évidemment de proposer des questions ciblées avec des définitions courtes. Et les FAQ font très bien le job.
Donc on est un peu sur, il y a quelques années, on pouvait dire les FAQ, bon, c'est pas forcément indispensable. Là, clairement, on est dans un constat où la FAQ est plus que jamais indispensable. Et le troisième sujet qui est extrêmement important, c'est que vous devez à tout prix continuer d'être une source d'autorité, avec des contenus inédits et des données qui vous sont propriétaires, que les IA ne pourront aller chercher nulle part ailleurs. Et ça, c'est le fameux critère que vous connaissez peut-être, EEAT, que Google a déjà maintes fois exprimé. Donc cette nouvelle discipline, le géo, est apparue. Alors bon, Google vient de sortir un article il y a quelques jours qui dit arrêtez tout ce bastringue autour du géo, good SEO is good géo, c'est un peu ce qu'ils disent. Mais il faut quand même en parler, parce qu'avant, le SEO classait des liens. Aujourd'hui, le géo décide quelle source l'IA va citer. Et là, il y a plusieurs éléments différenciants qu'il faut comprendre pour bien comprendre la transition qui est à l'œuvre. Le premier sujet, c'est que on a construit pendant des années une stratégie SEO sur une stratégie de backlink, c'est-à-dire le fait d'avoir des liens qui citent votre site internet. Aujourd'hui, ce qu'on se rend compte, c'est que le sujet de la mention de votre marque, la mention d'Adimeo dans un contenu tiers, est plus important qu'un backlink, c'est-à-dire un lien URL qui pointe vers votre site. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que les IA, parce que tout simplement les IA aujourd'hui, elles ne suivent pas, comme le faisait Google, tout un graphe de liens. Elles regardent à quelle fréquence votre marque est citée dans leur corpus d'entraînement, et une mention sans lien, c'est-à-dire sans nécessairement un lien vers une page ou autre, compte autant, si ce n'est plus, qu'un lien classique. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour vous, la stratégie de netlinking que vous avez déployée et mise en place, même si elle est très efficace, il faut absolument la compléter avec une vraie stratégie de RP, avec des mentions dans les forums, avec des prises de parole dans les médias. Un exemple symptomatique, c'est si vous faites un article « Les meilleures façons de… » je vais parler pour moi, de mettre en place un site web, l'idée c'est que vous soyez cité. Le partage de liens n'est plus aussi indispensable. Le deuxième sujet qui est important, c'est que les LLM sont hyper flemmards. Alors, je résume ça de manière un peu rhétorique, mais il y a certaines stats qui montrent que 44% des citations des LLM, donc quand vous posez une question, proviennent du premier tiers du texte de votre article. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'approche journalistique qu'on a pu apprendre il y a 15-20 ans, qui était de dire on déroule un plan et la conclusion à la fin expose la thèse de votre propos, aujourd'hui, il faut plutôt positionner ces conclusions, les réponses aux questions, en début de texte. Et le troisième sujet, j'en ai déjà parlé, c'est un sujet d'être sur des réponses, des formats réponses plutôt courtes, avec des données structurées. Alors, sur ce troisième point, même chose, l'article de Google qui est sorti cette semaine vient un tout petit peu contredire ce propos, mais vraiment, le positionnement question-réponse est très important. Je reviens un tout petit peu sur il y a pléthore de contenus qui sortent aujourd'hui sur ces enjeux de GEO, de SEO. C'est une matière qui est encore très mouvante, sur laquelle il y a beaucoup d'éléments qui se contredisent parfois. Donc, faut rester très humble et éviter d'avoir des avis très tranchés sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire. La seule certitude qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il faut continuer à faire du contenu d'autorité, inédit, de qualité. Ça, c'est un point essentiel à conserver. Pour illustrer ce cas-là, je voulais vous montrer un petit exemple de ce qu'a fait la SNCF sur Voyage SNCF, sur sa mise en avant des destinations. Et quand j'ai vu ce contenu-là, je me suis dit, waouh, en fait, ils ont complètement restructuré leur contenu de présentation de région dans un mode orienté LLM. Quand on parle de Normandie, vous voyez, il y a un encart en haut qui est « Pourquoi découvrir la Normandie ?» sous forme de question, et avec des réponses ultra courtes. Plus, juste en dessous, les temps pour faire Paris-Caen, Lille-Caen, etc. Et là, je me suis dit, c'est typiquement un cas d'usage où ils savent que les gens se posent des questions sur des durées, sur qu'est-ce que je peux aller voir en Normandie, etc., via les LLM. Je ne sais pas si l'intention est réelle de la part de la SNCF, mais pour moi, ça m'a paru totalement téléphoné sur le type de pratique éditoriale que les grands acteurs mettent en place pour répondre aux questions des LLM. Et enfin, le dernier sujet qui est un questionnement peut-être plus, j'allais dire éthique, le mot est un peu fort, mais un peu plus global et qui agite notamment beaucoup le monde des médias, c'est que les bots IA, les crawlers IA, pillent vos contenus sans retour d'ascenseur. Pour que les LLM soient en capacité de proposer des contenus
à forte valeur ajoutée, ils se basent sur vos sites internet. Et on a aujourd'hui, je vous le disais en introduction, un trafic exponentiel, explosif de bots IA, à tel point que parfois ça génère des surcharges sur les hébergements de nos clients. Et la question est donc de se poser, et donc de la question qu'il faut qu'on se pose, c'est est-ce qu'il faut tous continuer à les laisser passer ou les limiter? Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'éditeurs aujourd'hui qui prennent position, notamment avec l'aide de systèmes comme Cloudflare ou autres, pour interdire l'accès des LLM aux informations des sites web. Je vous le disais, aujourd'hui, il y a plus de bots IA que de Google. On est quasiment du simple au double ou au quintuple. Il y a une autre stat qui est intéressante, c'est, et ça c'est important dans votre stratégie analytique, c'est le ratio crawl-visite. En gros, pour un crawl d'un bot de Claude ou de ChatGPT ou autre, ça me renvoie combien de visites? Et là, ce qui est assez hallucinant, c'est que les stats, c'est que quand vous avez 24 000 pages qui sont consultées par ClaudeBot, vous avez une visite qui vous est renvoyée. Pour GPTBot, c'est 1276 pour une visite. On est sur un ratio de 1 à 20. Et ça, c'est absolument majeur parce que le ratio crawl de bot visite s'effondre. Alors, ou explose, ça dépend dans quel sens on le fait, explose complètement. Et donc, ça a des impacts sur la performance, sur le taux de sollicitation et sur le pillage des contenus qui est fait par ces LLM qui parfois ne vous rendent absolument pas l'appareil. C'est-à-dire que ce qui est assez symptomatique, c'est sur Claude, par exemple, vous n'avez que très peu de citations, ce qui est un peu moins vrai sur ChatGPT. Et donc, ça pose une vraie question qui est demain de se dire, quand vous êtes sur un site visible, producteur de contenu d'autorité, dans quelle mesure vous laissez passer les bots? Et ça veut dire que là, vous avez sans doute une différenciation à faire entre un bot Meta, Google, qui est uniquement un bot d'entraînement, qui ne vous renvoie jamais de trafic, versus un bot comme ChatGPT, qui lui, parfois, va vous citer. Donc vous avez un enjeu de vous dire, qu'est-ce que j'autorise, qu'est-ce que je bloque? Et ça, c'est une nouvelle stratégie qu'on avait jusqu'à présent, évidemment, jamais vue. Une fois qu'on s'est dit ça, et qu'on a vu un peu les transformations qui sont liées au trafic qui arrive sur votre site internet, comment est-ce que je peux travailler ce sujet-là? D'ailleurs, il y a un webinar que les équipes marketing d'Edimeo ont fait il y a 2 mois, précisément sur ce sujet-là, qui apporte beaucoup plus de détails que moi. Une fois qu'on s'est posé la question sur le sujet du trafic, il faut se poser la question de, une fois que mon internaute arrive sur mon site, qu'est-ce que l'intelligence artificielle change dans la manière de consulter, de naviguer, et est-ce que je dois proposer les mêmes interfaces que celles que je fais d'habitude? Le premier sujet qui est intéressant, c'est de se dire que les moteurs de recherche aujourd'hui sont souvent des moteurs de recherche assez peu sémantiques. Donc certes, on va pouvoir travailler un dictionnaire de synonymes, mais on ne va pas pouvoir travailler ce qu'on appelle des recherches vectorisées, et que les moteurs de recherche sont parfois assez insatisfaisants quand j'ai une masse de contenu très importante. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut aujourd'hui proposer des outils de recherche particulièrement plus puissants en intégrant des modes de recherche enrichis par IA, vectorisés, où concrètement, l'utilisateur va poser une question en langage naturel et le système va aller chercher dans vos données et va rédiger une réponse sourcée. Ça, c'est particulièrement intéressant dans des contextes où vous avez des écosystèmes particulièrement riches de contenu. C'est particulièrement intéressant dans des cas d'intranet. Je vous donne un tout petit exemple, mais chez Adimeo, on a un intranet et on a implémenté la recherche augmentée par IA qui fait que quand vous avez une question, vous avez une réponse en langage naturel qui vous est proposée et qui vient sourcer et vous renvoyer vers d'autres articles complémentaires. C'est des sujets qu'on déploie très fréquemment dans des projets d'intranet clients parce que souvent la logique de recherche et de navigation au sein des intranets peut être très complexe, particulièrement quand on ne sait pas quoi chercher. Ça, j'y reviendrai. L'enjeu de l'intelligence artificielle, dans certains cas, c'est de venir aider les utilisateurs qui ne savent pas quoi chercher. Parce que quand vous faites une requête Internet, une requête sur un moteur de recherche, vous savez déjà les mots-clés à taper. Et le dernier point qui est intéressant et qu'il faut avoir en tête, c'est que aujourd'hui, la plupart
des organisations de taille assez importante commencent à implémenter des sujets qu'on va appeler RAG. C'est le système où en fait vous allez construire des bases de connaissances vectorisées pour qu'elles puissent être interrogées par des IA afin de produire des réponses complètes. Donc la question aujourd'hui, c'est de se dire, est-ce qu'aujourd'hui j'ai un corpus documentaire important? Est-ce que ce corpus documentaire, mes utilisateurs ont du mal à y accéder? Et si oui, dans ce cas-là, la recherche augmentée peut être une bonne réponse. Marine, je suis désolé de t'interrompre. J'ai Ouais, une question, je pense que ça peut aider Isabelle pour avancer, etc. Que signifie vectoriser dans ce contexte? pardon. Alors, Que tout, signifie vectoriser dans ce contexte? Je pense que oui. ça pourrait aider pas tout le monde. Alors, ça va être compliqué de répondre simplement, mais en gros, la notion de vectorisation est au cœur du fonctionnement des modèles de langage d'intelligence artificielle. C'est-à-dire que, en fait, je vais essayer de donner une réponse très simple. Quand vous parlez d'un médecin, mais en fait, médecin, d'un point de vue sémantique, je vais le découper, le mot va être découpé en plusieurs morceaux, chunks, et chaque morceau va être lié avec plein de vecteurs, plein de liaisons différentes, vers plein d'autres occurrences sémantiques. Médecin, c'est médical, c'est docteur, c'est hôpital, etc., etc. Et la vectorisation, c'est la capacité de l'IA à transformer chaque morceau de mots et de le lier avec des millions de vecteurs. Donc, quand on parle de recherche vectorisée, c'est ça, c'est qu'on va découper votre corpus en plein de petits morceaux et chaque morceau individuel va être lié à des milliers d'autres morceaux de façon justement à pouvoir constituer une base qui est capable de comprendre les synonymes, l'intention, etc., etc. Pour les spécialistes de l'IA, pardonnez-moi, ma définition a certainement été trop parcellaire, mais j'ai essayé de répondre vite. Le deuxième sujet, c'est le sujet de chatbot. Alors, c'est un sujet, même chose, comme le géo, on en parle, on en parle, on en parle. Et il y a plein d'expériences de déploiement de chatbot, parce qu'aujourd'hui, pour la première fois depuis, parce que le chatbot, on en parle depuis 2015 presque, mais avant, on avait des systèmes de chatbot avec des scénarios prédéfinis, et si on sortait un pouillème du scénario, c'était mort, le chatbot était en PLS et ne répondait plus. Là, avec l'arrivée des modèles d'IA, on est en capacité de comprendre beaucoup mieux l'intention quand on pose une question, et on est en capacité d'aller chercher dans les données de manière plus fine, et on est en capacité de formuler une réponse beaucoup plus détaillée. 2022, 2024, 2025, et aujourd'hui encore, on est sur des chatbots qui sont conversationnels. Là, l'ère qui est en train de s'ouvrir aujourd'hui, c'est de se dire qu'on est sur des chatbots qui demain vont agir. C'est le mode chatbot agentique. Cette transformation-là, elle est majeure aujourd'hui. Et ce qui est intéressant pour vous quand vous concevez un site internet, c'est de vous dire, ça peut être intéressant en complément de la recherche, de la navigation, de l'affichage de contenu. Ça peut être intéressant de proposer une interface chatbot qui vient à la fois répondre aux questions et également engager du transactionnel. Et il y a plein de cas d'usage, il y a des stats qui sortent. Alors, les stats que je vous présente là sont des stats qui sont faites par des éditeurs de solutions de chatbot, donc il faut forcément les prendre avec des pincettes, mais qui disent que jusqu'à 80% des requêtes, typiquement des requêtes de support, des requêtes commerciales, des questionnements sur une offre, pourraient être traitées par des chatbots. Et c'est le Gartner qui dit que 80% des organisations services clients déploieront des services d'IA agentiques d'ici 2026. Pour moi, la vraie question, c'est pas de se dire est-ce qu'on met ou pas un chatbot, c'est à quel cas d'usage, en premier, je dois répondre. Et, c'est là où c'est important pour vous, à quelle source de données je le branche pour délivrer de la valeur à mes utilisateurs. Pourquoi je dis ça? Parce que je pense que vous en faites l'expérience aussi. On voit de plus en plus de chatbots. Et le taux d'usage est pas si faramineux que ça. D'abord parce que souvent les chatbots restent assez invisibles, vous savez, c'est le petit truc en bas à droite, et donc on ne travaille pas suffisamment l'UX et la visibilité de cette fenêtre-là. L'autre élément qui est important, c'est qu'un chatbot est non découvrable. Ça, c'est hyper important, c'est qu'ils ne disent pas ce qu'ils sont capables de faire. Et là, j'ai un exemple typique que je vous ai mis dans la capture d'écran. J'ai pris une capture d'écran du chatbot SNCF et du chatbot Leroy Merlin. Le chatbot SNCF, il ne vous dit pas ce qu'il est capable de faire. Moi, ça m'a vraiment étonné, parce que la SNCF déploie des agents conversationnels quand même depuis 2014. Et en fait, je ne sais pas ce que je peux lui demander.
c'est ce qu'on appelle en UX la découvrabilité. En revanche, le chatbot Leroy Merlin, je le trouve beaucoup plus explicite. Le troisième point d'attention, c'est que les chatbots sont conçus pour être redondants. C'est-à-dire qu'ils ne viennent pas proposer un nouvel usage, ils viennent parfois doublonner le moteur de recherche ou la FAQ, ils ne viennent pas proposer de services additionnels. Donc, l'utilité n'est pas forcément réelle. Et l'autre point qui est important, c'est que si vous avez l'habitude d'utiliser l'IA, vous avez appris ce que c'est que faire un prompt, vous savez que c'est important de donner du contexte, etc. Mais globalement, on est assez peu à être conscient de ces sujets-là. Et les utilisateurs, le grand public, ne sait pas toujours comment formuler une question à un chatbot. Et souvent, le chatbot n'est pas paramétré pour poser une question d'affinage une fois que la question a été posée. Et enfin, le dernier sujet, c'est qu'on a accumulé sur les sujets de chatbot un historique tellement négatif. Si vous vous souvenez, je posais une question, le chatbot me reposait une question, il me répondait complètement à côté de la plaque. On a à contrebalancer cet historique un peu lourd du chatbot. Et enfin, le dernier sujet qui est important et qui est peut-être le plus émergent aujourd'hui et qu'on voit moins, c'est je passe d'une logique d'affichage de page à une logique conversationnelle. Je ne clique plus forcément de page en page, je ne suis plus forcément un menu burger ou autre, mais dans le corps de ma page, on va me proposer des fonctionnalités IA. Ce qui est le plus efficace aujourd'hui et ce qu'on voit sur de plus en plus de sites e-commerce, c'est les résumés d'avis clients. Plutôt que de vous palucher 170 avis, de faire des tris par meilleure note, moins bonne note, plus récent, etc., l'IA vient résumer des avis clients. L'autre élément qui est important, c'est quand vous avez un corpus documentaire important et que vous ne savez pas trop où aller chercher l'info, vous allez directement poser la question « Comment tu fais ci, comment tu fais ça ?» C'est le cas notamment dans beaucoup de sites de documentation technique, d'information réglementaire ou autre, où là, vous allez rentrer dans une logique conversationnelle où le chatbot va vous répondre l'interface conversationnelle va vous répondre en sourçant ses contenus uniquement sur la base qui existe. Et ça, c'est très puissant. C'est ce qu'on voit avec la documentation Edmuniten juste en bas, par exemple. Et puis à droite, il y a d'autres types d'usages où, dans le corps de la page, vous allez incorporer des fonctions d'intelligence conversationnelle, vous allez pouvoir discuter sur le contenu avec une IA, vous allez pouvoir l'envoyer vers vos propres assistants, et vous allez pouvoir connecter des outils tiers pour pouvoir exploiter la donnée de la page. Tous ces usages-là font qu'on doit penser à transformer ces interfaces pour que différentes IA puissent converser avec, et pour que vous-même, vous proposiez à vos utilisateurs des outils qui viennent faciliter l'usage, faciliter l'intérêt, et la compréhension de ce que vous présentez sur votre site web. Ça, c'est la partie émergée de l'iceberg. La question qu'il faut aussi se poser, et qu'on oublie souvent, c'est que l'IA est aussi un formidable outil pour les contributeurs, les webmasters. On a, dans tous les écosystèmes d'éditeurs de CMS, donc de gestionnaires de contenu, on a une floraison d'initiatives où le CMS, le gestionnaire de contenu, devient native AI natif. C'est-à-dire qu'il est pensé dès l'origine pour intégrer l'IA dans l'expérience utilisateur, dans l'éditorial, dans la machinerie technique qui produit des sites internet. C'est par exemple pour proposer des sujets sur le redimensionnement d'images, la génération de balises alt, la génération de résumés, faire de la personnalisation en temps réel en fonction de la personne que j'ai identifiée, proposer une structuration de contenu automatiquement sans devoir coder des lignes de code, etc., etc. Ça, je vous ai mis des interfaces, par exemple, sur Drupal, sur WordPress, sur Adobe, sur Sidecore. Plein d'initiatives fleurissent sur ces sujets-là, avec un point de vigilance quand même à avoir sur le niveau de maturité des solutions et parfois leur effet un peu gadget. Ce que je voudrais vous dire, c'est l'IA, évidemment, est là pour vous aider dans la rédaction. Quand vous êtes de très nombreux contributeurs, l'IA peut être là pour venir harmoniser la charte éditoriale. L'IA peut vous aider pour automatiser tous les processus de génération de métatitres, de description, le balisage schema.org, etc. Donc ça vient vous automatiser certaines choses un peu fastidieuses. L'IA est un formidable assistant pour faire des sites multilingues. Ça, on est vraiment sur un élément majeur et qui a une qualité qu'on n'avait pas connue jusqu'alors.
Ça va vous aider aussi très fortement pour venir taguer et classifier. Plutôt que de réfléchir à tiens, je dois mettre quel article en relation avec tel autre, etc. Vous pouvez avoir des suggestions automatiques qui vous sont proposées. Vous allez avoir également des logiques d'audit permanent, de vous dire attends, tu proposes un contenu sur tel sujet, mais est-ce que tu as vu qu'il y avait tel autre contenu qui était déjà présent et qui a un champ sémantique qui correspond? Vous allez pouvoir travailler sur des médias où vous allez pouvoir générer des images, générer les balises alt, générer des transcriptions, des résumés. Bref, tout un ensemble de sujets qui sont vraiment des outils qui vont vous permettre d'éliminer les tâches fastidieuses, d'éviter les erreurs, de cadrer des publics de contributeurs qui peuvent être plutôt larges. Et puis, il y a un dernier sujet qui, moi, me tient à cœur, c'est des enjeux relatifs à l'accessibilité. L'accessibilité, c'est un vrai sujet. Si vous ne le savez pas, il faut savoir que si vous n'avez pas un site accessible, ça veut dire que vous pénalisez 15 à 20% des gens qui visitent votre site, qui ne peuvent pas le lire correctement. Sur ces sujets-là, grâce à l'IA, on peut imaginer beaucoup de sujets. Alors, il y a d'une part la question de l'audit de conformité. Je vais me faire taper sur les doigts en interne par nos experts en accessibilité qui disent que l'automatisation de l'audit n'est pas possible. Je pense néanmoins que l'automatisation, pour 80-85% des cas, peut permettre d'aller plus vite. Et peut permettre surtout d'avoir un monitoring continu, c'est-à-dire de vérifier qu'à chaque fois que j'ai un contributeur qui publie quelque chose, ben, ça répond aux critères d'accessibilité. Ça va générer automatiquement les balisages d'images, ça va mettre du sous-titrage vidéo, qui est une vraie tannée si on a beaucoup de vidéos. Ça peut vous produire du contenu FALC. Si vous connaissez, c'est le facile à lire, c'est un contenu d'un point de vue syntaxique qui est plus simple à lire pour certaines déficiences. Bref, en gros, ça change profondément le rôle de l'équipe d'accessibilité aujourd'hui, où on va peut-être plus corriger a posteriori, mais on va construire l'accessibilité assistée par IA. Une fois qu'on s'est dit tout ça, et encore, je vous ai présenté qu'une petite partie de tout ce que l'IA engage dans vos projets digitaux, il faut se poser la question, ok, comment est-ce que j'engage des chantiers de transformation sur mon site web, sur mes sites web? Comment est-ce que j'intègre ces sujets-là dans mon projet de refonte, si vous en avez un? Et c'est là où ça devient éminemment complexe, parce que il faut distinguer ce qui est de l'effet de mode, de ce qui est réellement durable dans le temps, et parce qu'effectivement, quand vous lancez une refonte de projet web, c'est pas pour le remettre à la poubelle 6 mois après. Quelle est la bonne démarche à avoir pour structurer les projets? Le premier point, pour moi, c'est que vous devez réfléchir votre refonte de site internet en ressentant votre site internet sur 3 fonctions essentielles. Parce qu'on l'a vu, quand vous avez un internaute qui a une question d'ordre informationnel, il est très fort probable, et c'est déjà le cas, qu'à très court terme, il ne passe plus par votre site internet. Parce qu'il a son GPT dans la poche et il ne va plus aller sur un site, et parce que Google est devenu un moteur de réponse. Donc ces 3 fonctions, c'est 1, la conversion transactionnelle. C'est-à-dire que aujourd'hui, toutes les fonctions transactionnelles de vendre, prendre un rendez-vous, faire signer un devis, etc., ça génère une forme de friction qui reste humaine dans bien des cas. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui une promesse du commerce agentique, c'est-à-dire qu'on délègue à Claude ou autre d'acheter pour soi, mais on n'y est pas du tout encore. Pourquoi? Parce que pour les achats engageants, l'être humain a encore besoin d'être à la manœuvre. Et ça veut dire que votre tunnel de conversion, il doit continuer à être premium, quand bien même vous préparez la transition vers le commerce agentique. Le deuxième point qui est important, c'est votre site reste l'élément numéro 1 de preuve et de confiance. Parce que quand un agent IA cite votre marque, où est-ce que l'utilisateur va aller vérifier? Sur votre site. Les cas clients, les références, les certifications, les démos vidéo, etc. Tout ça, ça veut dire que votre site devient la source de vérité, que les utilisateurs, parce que les utilisateurs commencent à savoir que les LLM peuvent halluciner, votre site devient la source de vérité que les utilisateurs viennent utiliser pour sourcer la véracité de ce qui est avancé.
Et enfin, le troisième sujet, qui est un point de transformation pas forcément très bien cartographié aujourd'hui, c'est que le site internet va apporter demain les expériences riches que les moteurs d'IA génératifs ne peuvent pas donner. Quand bien même, quand on voit ce que fait le Google AI Mode, on est assez estomaqué, mais on pourra en reparler. Les sujets de configuration, de configurateurs, de simulateurs, de démonstration interactive, de visualisation 3D, de calculateurs, etc. Aujourd'hui, les agents ne savent pas encore produire un équivalent. Donc, ça veut dire que votre site doit devenir un espace d'expérience plutôt que juste un répertoire de contenu à plat que les IA remplacent parfaitement. Le deuxième point qui est important, même s'il y a beaucoup de débats à ce sujet-là encore, c'est que vous devez intégrer une logique rédactionnelle qui est que on a bien intégré les principes de SEO pour être ranké dans le top 3. On n'a pas encore tout à fait intégré les principes pour être cité. Et ça, ce qui était hyper important, et je le redis, ce que Google dit, c'est que good SEO is good GEO. Et les principes EEAT que Google martèle depuis quelques années déjà, on a des articles d'ailleurs à ce sujet-là, restent encore plus d'actualité. C'est même le critère numéro 1 de citation. C'est l'expérience. Ça veut dire qu'il faut documenter vos retours de terrain, vos cas vécus, vos données propriétaires. C'est là où vous ferez la différence. Tout ce que l'IA n'a vu nulle part, parce que c'est vous, votre site, votre marque, vos retours d'expérience qui l'ont vécu. Le deuxième E, c'est expertise. Vous devez nommer qui écrit, les auteurs, vous devez avoir des qualifications visibles, des références. C'est-à-dire que l'absence de preuves n'a pas de valeur pour les IA. Le troisième point, c'est le fait de pouvoir avoir des citations, des mentions dans la presse, des partenariats. On a eu un énorme débat sur le GEO, sur l'importance majeure de Reddit, notamment aux États-Unis, dans l'impact des mentions dans les LLM. Et là, c'est hyper important, c'est que si votre marque n'existe pas ailleurs sur le web, l'IA ne vous citera jamais. Et enfin, le dernier élément, c'est le T de trust, pour confiance. Vous devez dater, vérifier, avoir une totale transparence éditoriale. Parce que les LLM aussi, dans leur processus d'entraînement, sont entraînés, si je puis dire, à se méfier des contenus qui sont opaques ou non sourcés. La transparence est un signal de bon ranking. Le deuxième point, c'est que dans la structuration technique de votre projet, vous devez préparer ce qui nous arrive. Ce qui n'est pas encore tout à fait présent, mais ce qui nous arrive à vitesse grand V. Vous avez 4 chantiers pour être agent ready. Le deuxième et le troisième chantier, donc gouverner et rendre lisible, c'est ce que vous devez tous faire. Le chantier 1 et 4, c'est à faire surtout si vous commencez, enfin c'est à faire quand vous avez du transactionnel ou quand vous avez un système métier qui est interrogeable, quand vous connectez un SI à une base documentaire ou autre. Le premier chantier, c'est exposer. Ça veut dire que vous devez pouvoir rendre vos données, les actions, appellables par un agent IA. Ça passe par des API publics pour lire le catalogue, pour lire les dispos, les tarifs. Ça passe par ce qu'on appelle des serveurs MCP. C'est une nouvelle terminologie, un nouveau standard pour que les agents IA découvrent ce que peut faire votre site internet sans lire la doc. Ça, c'est évidemment prioritaire pour des sites e-commerce, des marketplaces, des outils qui proposent des services de prise de rendez-vous, etc. En gros, c'est vous dire, est-ce qu'un agent ChatGPT ou Claude peut, sans intervention humaine, lire un catalogue ou même faire une demande de devis. Le deuxième sujet, j'en ai parlé un petit peu sur le côté pillage de contenu, c'est gouverner les accès, c'est-à-dire savoir qui lit ton site, quel bot, quel agent et à quelles conditions. On a parlé beaucoup à une époque de proposer un LLM.txt, c'est-à-dire l'équivalent d'un fichier robot.txt qui peut crawler et donner des indications de ce qui est crawlable ou pas. C'est pas tout à fait le cas, ça marche pas forcément très très bien. Mais en gros, vous devez matérialiser, particulièrement si vous êtes un site média ou un site qui détient des données propriétaires qui ont de la valeur, vous devez définir quelle est votre politique éditoriale par rapport au crawl des LLM.
Et en gros, vous posez la question, la semaine dernière, j'ai combien de pages qui ont été crawlées par combien de bots et par lesquels? Est-ce que ça a été juste du crawl d'entraînement fait par Meta ou fait par Amazon, ou est-ce que ça a été un crawl fait par OpenAI pour venir nourrir ces GPT? Le troisième sujet, c'est vous devez rendre lisible et mesurable. Et notamment en optimisant aussi pour une double audience agent-humain. Ça passe par quoi? Ça passe par une structuration de contenu. On parle beaucoup de structuration via schema.org, c'est-à-dire une structuration avec des nomenclatures JSON qui viennent expliciter la sémantique de votre contenu. Il y a une stat qui dit que, par exemple, vous avez 40% de plus de citations IA quand vous avez votre contenu qui est structuré. Ça veut dire donner une vraie hiérarchie sémantique dans votre contenu. Ça veut dire découper votre contenu en éléments mesurables et sémantiquement compréhensibles. Et enfin, le dernier sujet, qui est encore très caché, mais qui commence à faire déjà pas mal de ravages, notamment dans des secteurs sur lesquels les agents sont beaucoup déployés, c'est les enjeux de sécurisation. Vous avez un enjeu majeur à venir sécuriser, protéger votre infrastructure qui, elle, est exposée aux agents. Avec des logiques d'authentification des appels qui sont faits, avec des logiques de limitation de consultation par IP, etc. Ça devient critique dès lors que vous exposez un MCP ou une API. Et ça veut dire qu'il va falloir se dire qu'est-ce que peut faire un attaquant qui se fait passer pour un agent. Et le troisième sujet, c'est un sujet d'être en capacité aussi de réaffirmer la marque face à la banalisation de l'IA. On a un phénomène dont vous avez peut-être entendu parler, qui est assez massif chez les jeunes d'aujourd'hui, notamment les jeunes qui démarrent leur carrière, qui viennent même carrément saboter des projets IA internes dans les entreprises parce qu'ils sont dans un rejet et dans une perte de sens majeure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tout devient générique, votre identité de marque devient un vrai avantage compétitif. Vous devez conserver une voix éditoriale qui est forte, un ton reconnaissable. Vous devez conserver une direction artistique distinctive. Les protos faits sur Lovable, ce qui est fait par Cloud Design, ça se ressemble énormément. Vous devez démontrer des preuves d'humanité, nommer les gens, les équipes doivent être visibles, proposer des témoignages clients. En fait, le fait que ça vienne d'un humain, maintenant, c'est désormais un signe de qualité. Vous devez renforcer le positionnement, ce qu'on appelle le tough leadership, c'est-à-dire donner des contenus d'opinion, faire des retours d'expérience, tout ce que les LLM ne peuvent pas régurgiter parce qu'ils ne l'ont pas vu ailleurs. Et dernier sujet important, garantir la congruence, la cohérence omnicanale. En gros, si vous avez des contenus qui sont poussés par un médium sur lequel vous avez une tonalité différente que sur votre site internet, en fait, vous ne donnez pas de cette congruence-là et vous perdez de la cohérence. Et enfin, le dernier sujet pour vous, dans cette réflexion globale-là, c'est vous devez évidemment faire évoluer vos indicateurs de mesure de performance. Aujourd'hui, quand vous avez un site web, traditionnellement, vous regardez le temps passé, les conversions, le nombre quelle est votre position des contenus dans le top 10 de Google, etc., etc. En gros, les sessions et les clics organiques ne mesurent plus l'audience réelle. Et demain, un peu aujourd'hui, pas de manière suffisamment significative, mais ça croît de manière exponentielle, demain, la visibilité se jouera dans les réponses IA. Donc ça veut dire quoi? Vous devrez identifier combien de fois votre marque est nommée dans ChatGPT, Perplexity, etc. Vous devrez évaluer quelle est votre présence dans les AI Overview. Je me répète encore une fois, mais en France, ça n'existe pas, mais ça devrait arriver à un moment ou à un autre. Vous devrez mesurer, si vous avez des marketplaces ou des sites e-commerce, quel a été le degré de conversion issu d'un agent. Vous devrez mesurer quel est le taux de crawl IA, parce que ça a un impact très clair sur notamment les dimensionnements d'infrastructures. Et un dernier sujet qui est intéressant, c'est aussi mesurer ce que disent les IA de vous. Est-ce que c'est positif, neutre, négatif? Est-ce que c'est exact ou inexact? Voilà, tous ces sujets-là, vous devez pour demain avoir de nouveaux outils de mesure et d'analyse qui dépassent l'analytics classique qu'on connaît depuis de nombreuses années.
Voilà pour ce résumé. Merci d'avoir participé. Évidemment, on serait ravis de pouvoir vous accompagner si vous avez des sujets clés ou critiques dans cette trajectoire-là, que ça soit dans l'accompagnement de vos projets de transformation, en passant par le développement de projets IA, d'agents, de moteurs conversationnels, ou dans des sujets d'analyse de positionnement géo. Et je vous invite à 3 autres webinaires intéressants qui vont arriver d'ici la fin de l'été. Un webinar sur ce que fait Drupal en 2026, un webinar sur comment construire un projet d'usine à site, et un dernier webinar à la fin août sur un autre enjeu clé, mais qu'on ignore beaucoup encore, qui est l'impact des choix de modèles de langage sur votre trajectoire stratégique. Je n'en dis pas plus, mais c'est un sujet clé qui va faire beaucoup de bruit dans les années à venir. Merci à tous. Je vous propose désormais de passer à la session de questions-réponses. Et je vais reprendre les questions que vous avez posées en cours de webinaire. Alors, je redéfile toutes les questions que vous avez posées. N'hésitez pas à les poser en attendant que je revienne dessus. Je regarde vos questions. Alors, vectoriser, j'ai répondu effectivement. J'espère que la réponse était OK. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Nathalie qui pose une question. Qu'est-ce que nous, détenteurs de sites, devons faire pour être mis en avant par l'IA? Et où le faire dans notre site? Alors, Nathalie, je pense que cette question, vous l'aviez peut-être mis avant que j'aborde le sujet de ce qui devait être fait. Donc, je vous invite à me reposer la question si les éléments complémentaires que j'ai exposés ne suffisaient pas. Alors, Laurence pose une question sur un intranet, quid des hallucinations d'une IA? C'est une excellente question, Laurence, parce que le sujet des hallucinations est un sujet qui est majeur. Sur un intranet, quand quelqu'un pose une question sur des congés, sur une procédure d'onboarding, vous ne pouvez pas vous permettre de donner une réponse fausse. Et ça, je vous invite à aller voir un article qu'on a fait, qui est un article sur comment industrialiser les LLM sur un site. Il y a toute une série de procédures, de paramétrage, d'analyse qui sont faites pour venir interdire au chatbot ou au moteur conversationnel de faire une réponse qui n'est pas sourcée dans le site. Vous allez notamment régler des sujets qu'on va appeler de température, c'est-à-dire la température d'un LLM, c'est quel est son degré de créativité. Et puis, surtout, un autre sujet qui est majeur, c'est quand vous déployez des outils d'IA, la procédure de test, recette, contrôle, elle est majeure. C'est sans doute, quand la partie, on parle dans une refonte de site internet, on parle d'une recette, mais c'est une partie sur laquelle vous devez impérativement avoir une stratégie de test qui est particulièrement fournie, parce que c'est en faisant cette stratégie de test qu'au fur et à mesure, vous allez identifier les hallucinations ou les patterns d'hallucination, et vous allez pouvoir ajuster la démarche. J'espère que j'ai répondu à votre question. Alors, est-ce que ça existe pour Shopify? Tout à fait. Shopify a lancé notamment, c'est l'un des premiers acteurs à avoir lancé notamment les principes de commerce agentique qui permettent notamment avec donc justement un serveur MCP d'autoriser des agents à faire des achats directement sur les sites. Donc ça existe complètement pour Shopify et c'est même l'un des acteurs qui est les plus en avance. Alors, Olivier pose une question. Est-ce que Claude n'est pas en phase d'apprentissage? On ne peut pas envisager que dans quelques mois, il va ralentir son rythme de crawl, ne serait-ce que pour son modèle économique. Je ne sais pas comment répondre à cette question. Crawl, alors, petite explication de texte. Quand je vous mettais le ratio de crawl par visite, qui était 20 fois supérieur pour Claude versus ChatGPT, ça s'explique pour plusieurs raisons. D'une part, parce que ChatGPT a une audience beaucoup plus grand public, et Claude utilise beaucoup les API. Or, les API, elles ne viennent pas citer des contenus. Donc, Claude est beaucoup plus aujourd'hui utilisé pour des aspects
très, très industriel. Et le deuxième sujet, c'est que la stratégie même entre Claude et ChatGPT n'est pas du tout la même. ChatGPT, depuis le début, pratique la citation, ce que ne fait pas du tout Claude. Donc voilà, je faisais juste cet aparté-là. Après, est-ce que Claude n'est pas en phase d'apprentissage? En fait, il y a une telle course au renouvellement des modèles que je sais pas, je doute un peu que dans quelques mois, ils vont ralentir leur rythme de crawl. Là où je vous rejoins, c'est qu'on est aujourd'hui, on parle de bulles d'IA depuis 1 an, 2 ans. Pourquoi? Parce que les Anthropic, OpenAI, etc., qui d'ailleurs prévoient d'entrer en bourse pour financer leurs investissements, dépensent des dizaines, si ce n'est des centaines de milliards de dollars par mois. On sait que OpenAI, ses revenus en 2025, c'était 2 milliards de dollars par mois. Donc on a vraiment un différentiel massif de coûts-dépenses qui n'a jamais été vu jusqu'à présent dans l'industrie. Donc on peut se dire que peut-être la barrière économique va tomber un jour. Mais quand, je ne saurais vous dire. Olivier, de mon côté, j'ai constaté que le fichier LLM-TXT est bien consulté. Pour donner plus d'infos actualisées, est-ce que le flux RSS est aussi un moyen pour promouvoir son site? Alors, LLM-TXT, c'est un sujet sur lequel on a pas mal travaillé chez Adimeo en 2024-2025. On a même lancé des modules sur ce sujet-là. On en parle beaucoup moins aujourd'hui parce que les grands moteurs OpenAI, Anthropic et consorts ne l'ont pas mis dans leur documentation officielle, voire même l'ont retiré. Donc en fait, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que c'est pas officiel comme peut l'être le serveur MCP, par exemple, qui a une vraie normalisation. Pour autant, c'est possible qu'il soit consulté. Mais dans quelle mesure la consultation vient influer le ranking dans LLM, je ne saurais pas dire. Quant au sujet du flux RSS, c'est une très bonne question. Je ne saurais pas vous dire. Ce que je sais en tout cas, c'est que les moteurs de LLM qui viennent crawler sont très friands d'infos fraîches. Donc plus vous avez un contenu actualisé, mieux c'est. Pierre qui pose une question, qui peut-on contacter si on peut faire appel à vos services? Moi, si vous voulez, ou sinon via le site web avec grand plaisir. Donc n'hésitez pas à me contacter. On vous laissera mes coordonnées, je pense, à la fin. Et je crois qu'on arrive à la fin des questions. Ah si, Nathalie. En tant que gestionnaire du site de mon entreprise, je ne me sens pas capable de faire évoluer un site actuel en site IA, car même si j'ai compris ce qu'il faut faire, je ne sais pas comment le faire. Donc, alors, Nathalie, votre question, je trouve qu'elle est très révélatrice d'un sentiment que je partage moi aussi, qui est, alors il y a même des termes qui existent pour dire ça, c'est le FOBO ou le FOMO. Le FOBO, c'est le fear of being obsolete, c'est-à-dire la peur d'être obsolète. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui nous arrive tous dans ce rouleau compresseur permanent, où quand bien même on fait quelque chose, on a peur d'être obsolète le mois d'après. Et le FOMO, c'est le fear of missing out, qui est en train de se dire, mais en fait, il y a tellement de sujets, je ne sais pas par où commencer. Donc je peux que comprendre ce que vous vivez. Après, j'ai essayé de donner 3 grandes lignes directrices, qui sont 1, le travail, on va dire GEO, 2, la préparation technique, et 3, l'enjeu de garder une posture humaine et des actions humaines. Ça, c'est les grands principes. Ensuite, il faut pouvoir les décliner en actions matérialisables. Ne connaissant pas votre contexte, je serai en difficulté pour y répondre directement, mais on peut se parler si vous voulez. Alors, Isabelle, comment sécuriser son site pour éviter que mes informations ne soient puisées? Alors ça, c'est une très bonne question parce qu'il y a toute une industrie de pare-feu qui commence à se créer. Il y a un grand acteur qui existe qui s'appelle Cloudflare, qui aujourd'hui est utilisé par des millions de sites. C'est notamment beaucoup ce que font les sites médias, c'est-à-dire qu'ils vont dire à Cloudflare ou à un autre acteur, en fait, dès que tu détectes qu'un bot IA essaye de venir sur mon site, tu le bloques. Donc ça marche bien, c'est ce qu'on appelle. Ou alors, et c'est ce qui est en train de se développer, on imagine un système où dès qu'un bot vient sur mon site, je lui fais payer une transaction. Donc ça, c'est pour les sites médias, par exemple, c'est un énorme phénomène qui est en cours, où les sites médias identifient un nouveau modèle de monétisation. Donc il y a des réponses. Après, c'est aussi une vraie stratégie. C'est-à-dire que si vous bloquez tous les bots, comme les bots viennent crawler votre site pour entraîner leur modèle, vous pouvez vous dire que dans 6 à 18 mois,
ben, vous ne serez plus dans les modèles, plus dans les LLM, puisque vous avez interdit l'accès. Donc il y a toute une réflexion stratégique à avoir, qui est quelle est ma position de force vis-à-vis des LLM ou pas. Voilà, on est arrivé à la fin de ces questions-réponses. J'espère avoir répondu à vos questions. Merci à tous d'avoir été présents et puis n'hésitez pas, si nécessaire, à prolonger les échanges. Et je comprends tout à fait la position de Nathalie. C'est pas simple.